want the world on a platter and the sun at my feet. Baby, go match my Bugatti. Get that bag if you know what I mean. Sold out shows, crowds that scream. 900 that come after 3. I got C'est le meilleur du plus, le best-of du best-of, les meilleurs moments de Télé Grenoble. On chantera d'ici la fin de l'émission avec les Sinsemilia, Mike et Ricky en live. On aura aussi la musique de carte de séjour, le groupe à qui l'historien Philippe Anu a consacré un livre. Il est venu nous en parler. Super bouquin d'ailleurs. Camille est le coordinatrice étudiante. Elle nous parlera de cette rentrée difficile, scolaire, précarité étudiante, distribution alimentaire. On vous expliquera tout. Et Angèle viendra à nous aider, à nous équiper en fringues pas chères et stylées avec sa friperie Angelo Friperie. Il y a besoin. Vous avez, comme moi, cassé la machine à café. Pas de problème. Pierre du Repair Café vous donne les petits tips pour éviter de jeter les appareils dans la poubelle. Chouaïb est copropriétaire de l'immeuble du Carrare à Échirolles. C'est pas simple, il viendra nous le dire. Et puis ça jazz sur le plateau Hervé du Grenoble Alpes Jazz Métropole Festival. Vous le mettez dans l'ordre que vous voulez, mais la musique est vraiment très très bonne. Eve, c'est pas une warrior, c'est une warrielle. C'est le nom de son concept avec des moments rien que pour nous, les filles. Bon bah comme nous, mettez-vous tranquillement en petit sweat, mettez les chaussons et c'est parti. Best of du plus. On va aujourd'hui, on va voyager. On va faire un voyage spatio-temporel. On va remonter dans les années 80, une décennie magique, faite de tubes colorés, de pop musique, mais pas que, vous me direz, pour avec des messages parler. importants aussi. Ouais, des messages et une jeunesse sur au fond de rock and roll qui se mobilise. On reçoit ce soir avec nous un docteur en anthropologie. Il a écrit un livre ultra documenté sur cette fameuse époque, années 80, au travers d'un groupe. Et pas n'importe quel groupe, le groupe Carte de séjour avec Rachita. Nous recevons Philippe Anu. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci Bonsoir, Philippe. d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau du Plus. Je disais les années 80, on a tous cette image des années 80 très colorée, très pop musique. L'IO, la fête, l'insouciance, les années fric même à un moment donné, portées haut et fort par Bernard Tapie. Alors, sans coquetterie aucune, vous aviez quel âge et vous l'avez vécu comment vous les années 80 ? Alors moi je suis adolescent au moment des années 80, donc j'ai des souvenirs d'émancipation, de rêverie collective, et puis effectivement un petit peu de désillusion parce qu'on commençait à parler de bof génération. Alors c'est des termes journalistiques, hein, mais qui disaient qu'on était la première génération post-68 un peu désespérée. C'était la fin du plein emploi, et peut-être effectivement en résonance, à côté. Il y avait aussi beaucoup d'entertainment joyeux, peut-être comme une réponse à cette mélancolie d'une société qui a abandonné ses idéaux. Une musique a priori joyeuse, avec malgré tout un texte assez mélancolique. Je le disais tout à l'heure, Rachita, Carte de séjour. Vous êtes là pour là ce soir. Je vous propose qu'on écoute un extrait de l'un de leurs tubes, évidemment, c'est Douce France. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons. C'était joyeux tout ça. Malgré tout, premier abord comme ça a l'air extrêmement joyeux. Il faut rappeler quand même que cette chanson qui a été interprétée d'abord par Charles Trenet, quand elle a été créée, c'était un petit peu, c'était même beaucoup en réaction par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. C'était En effet, Deuxième Guerre la mondiale. composition de Trenet elle est composée pendant la période de l'occupation, donc une période très sombre de notre histoire. Et on peut supposer que Trenet a voulu magnifier une France d'avant, une France joyeuse et qui a l'empreinte de nostalgie. Et puis, alors c'est à la fois une idéalisation de la France d'avant l'occupation, puis en même temps probablement un petit désir de résistance à ce qu'on appelle les années sombres. Et Carte de séjour la reprend, mais de manière totalement détournée, carnavalesque. C'est pour ça que c'est pas simplement joyeux, c'est nous les enfants d'immigrés, désignés comme pas tout à fait d'ici, on va vous montrer, à partir de ce rapt, qu'on en est bien à notre façon. Et ils la travestissent. Pourquoi ce groupe s'est nommé Carte de séjour ? Alors, il y a plusieurs récits des origines. Le premier, c'est qu'au départ, ils voulaient s'appeler les Strangers, parce qu'ils sont majoritairement des enfants de l'immigration postcoloniale. Donc, les deux frères Amini, qui sont les fondateurs du groupe, sont des enfants d'immigrés marocains. Rachita, lui, est fils d'Algériens. Et ils grandissent en banlieue lyonnaise.
Et puis ils sont rejoints par d'autres copains, dont certains viennent de la Caraïbe. Il y a un Martiniquais, il y aura aussi des fils d'immigrés espagnols, etc., etc. Donc la problématique d'être enfant d'étranger et désigné comme étranger, alors, à l'époque on disait pas racisé, fait d'eux des individus un petit peu mis à l'écart, mis au banc de la société. Et puis par ailleurs, certains d'entre eux ont réellement un titre de séjour temporaire, qui est ce qu'on appelait effectivement la carte de séjour. Donc c'est pour eux un document identificatoire. Et puis le choix du groupe, du nom, c'est aussi lié parce qu'ils sont très connectés au monde anglo-saxon. Et en Angleterre, à la fin des années 70, il y a un groupe émergent qui s'appelle, alors nous, adolescents français, on les appelait UB40. Et en fait, c'est UB40. Ils sont de Birmingham. Et à Birmingham, ce qui les relie, ce sont des Yéménites. Caribéens, on a une communauté caribéenne très très présente. Effectivement. Ouais. Et puis, Unemployment Benefit 40, donc ça veut dire la fiche de demandeurs d'emploi, et c'est ce qui les reliait toutes et tous finalement, c'est-à-dire des artistes qui vivaient du chômage. Et un copain des musiciens lyonnais leur dit et si vous choisissiez quelque chose qui vous définisse finalement, et Mohamed Amini fait tomber sa carte de séjour, tiens, on va s'appeler comme ça. Et c'est un titre assez formidable. Vous habitez en Isère, vous travaillez dans la Drôme, le groupe lui est originaire de Lyon. Finalement, c'est ici que ça se passe, et depuis fort longtemps maintenant. Oui, évidemment, à Grenoble. D'ailleurs, une petite anecdote concernant Rachid Taha à Grenoble que je résiste pas au plaisir de vous faire partager. Lors d'un des derniers concerts, alors de Rachid solo, c'était plus le groupe, à la Source à Fontaine en 2013, il est interpellé. Dans votre livre, il est interpellé par une auditrice du public et qui s'exprime en langue arabe. Et Rachid dit « Je comprends rien à ce que tu dis ». Alors, il fait semblant de ne pas comprendre, évidemment. Puis il dit « les Arabes de Grenoble, vous avez un accent pour... » Chkoun. Alors, la jeune femme dit « Je ne suis pas de Grenoble, je suis des Chirolles. » « Ah, les Chirolles, c'est pire. » Tout s'explique. Et là, il y a toute la diatribe. Et Rachid, avec beaucoup de subtilité, conclut l'échange « Je suis un alphabète bilingue. » Et c'est vrai que ce que ne montre pas la chanson Douce France, c'est qu'il chante dans une langue totalement hybride, qui est une langue bricolée, qui est faite, alors de la darja, je ne suis pas arabophone, donc je m'appuie sur des travaux très savants des linguistes. La darja, donc c'est les parlers populaires algérois ou de la région d'Oran. Même marocain également. Également. Et donc c'est arabe populaire à vocation essentiellement orale, matiné de mots, alors d'un français populaire, d'argot lyonnais également, et puis de mots anglais, parce que c'est des rockers quand même. Donc tout ça fabrique une langue créolisée. Et cette langue, elle est totalement inaudible par un arabophone puriste. Donc et cette langue métisse, elle va séduire l'Europe entière. Et c'est ça qui est incroyable. Assez paradoxalement, quand bien même on ne comprend pas littéralement ce qu'ils nous racontent, on comprend tout de ce qu'ils nous disent. À travers le langage du corps, la joie. Ouais. Alors la télévision a joué un grand rôle évidemment dans l'avènement de cartes de séjour, mais comme dans les années 80 de beaucoup d'artistes. Ils ont notamment été invités à l'émission Droit de réponse en avril 1982. C'est le fameux moment où on jetait les cendriers, c'est ça? Tu crois pas si bien dire, on va regarder un petit extrait. Alors le type, il écoute la cassette pendant, je sais pas moi, 10 secondes, et dit qu'il a écouté tout le truc. Tiens, j'ai pas apporté... Il bouffait des bonbons, des chewing-gums et tout, et à la fin de la cassette, il dit « Ah, c'est bien dommage, le type qui s'occupe de la musique folklorique, il est pas là. » Alors... C'est trop beau, ça. Bon, alors... C'est vraiment assez désagréable. Arrête-toi. Bon, envoyez le générique de fin. Et je vais vous faire écouter une chanson que j'aime beaucoup, qui est un tube. Cette chanson, c'est une chanson de Fiacon Lobo. Bon, alors... Regarde ce qu'il a fait. Non, laissez-le là. Autre temps d'émission télé. Alors non, moi c'est pas l'émission télé qui me dérange, c'est les propos de la Maison 10 dans les années 80 qui reçoit un groupe émergent et qui a manifestement plein de talent et qui s'entend dire la dame qui s'occupe du folklore n'est pas là aujourd'hui. Oui, ça c'est terrible comme violence symbolique. Heureusement, c'est le paradoxe carte de séjour, c'est que c'est le monde anglo-saxon qui va la légitimer en premier. Donc je parlais de John Peel à la BBC, et puis il y a le groupe mythique de Clash, les Londoniens. Alors le légendaire historique tend à dire que un des hits des Clash, Rock the Casbah, aurait été inspiré de la cassette, la proto-cassette que Carte de séjour aurait remis à Joe Strummer. Et alors, c'est plausible, parce qu'en octobre 81, les musiciens lyonnais, qui n'ont toujours pas de maison de disques, font leur autopromotion, circulent. À Paris, ils croisent les Clash dans les couloirs d'une émission de radio. Rachid aurait remis la cassette à Joe Strummer ou Mick Jones, peu importe.
Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après. En revanche, une chanteuse de soul britannique, Carmel, alors, qui a un petit peu disparu des radars, mais qui était moi, je me très à la souviens de mode. Carmel. Voilà. Moi, j'ai Ouais, beaucoup ouais. aimé dans les années 80. Et Carmel dit, dans une émission de télé en 87, que effectivement, dans le milieu branché londonien, la cassette de carte de séjour circulait. Pourquoi elle circulait? Parce que c'était bon, tout simplement. C'était de la bonne musique. Et alors qu'en France, on les enferme dans la musique folklorique maghrébine. C'était terrible. On accueille Angèle avec nous dans Gélo Friperie. Bonjour Angèle. Bonjour. Bienvenue à la maison. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Avec déjà, je peux le dire, une tenue, moi je trouve très sympathique, mais et pas commune. Et ben du coup je suis habillée en Angelo Friperie aujourd'hui. Donc j'ai le haut, la jupe, les bottes. Voilà. Non, mais ça c'est simple. Si c'est on, simple, c'est simple. si on lance un défi dans 5-10 minutes et qu'on vous demande de nous trouver une tenue pour un tout petit prix, on pourra le faire. Oui. Bon bah restez Avec avec plaisir. nous dans quelques minutes, on refait votre garde-robe à pas cher avec Angelo Friperie, invité du jour. Qu'est-ce qui se passait dans ce bâtiment? Bah, dans ce bâtiment, il y a eu un point de deal qui s'est implanté. Tout de suite, vous êtes arrivé au quelle Moi, je suis année? arrivé en 2020. Ouais, et à cette époque-là, il y avait quelque chose? Il y avait dans la rue, ça commençait, il y avait quand même un point de deal, mais c'était pas à ce point-là. On avait- est 2020 avant ou après Covid? Après Covid. Moi, j'ai acheté pendant le Covid. Mais après, j'ai pris. On peut imaginer que c'est une situation qui s'est accélérée sur la période post-Covid? Post-Covid, en 2021, je pense que c'est là où vraiment il y a eu un pic, 2021-2022. Donc Et vous constatez cet état de fait ça se avec, dégradait de jour en jour. Alors, et- parce que c'est un point de deal, mais on pourrait se dire qu'un point de deal, ben voilà, les dealers ils sont en bas, ils sont Bah là, ça ils pose étaient pas, pas- etc. ils Qu'est-ce qui a étaient- posé vraiment problème? Bah, le problème, c'est qu'il y a eu des squats, quoi. Ils ont cassé des appartements, et ils ont pris possession de Donc quelques des appartements qui n'étaient pas loués ou carrément Bah, délogés les des locataires? des appartements qui n'étaient pas loués, mais ils ont même essayé de faire sortir un ou deux locataires de leur appartement. Il y en a un qui a carrément sauté de la fenêtre. Il y a eu des menaces. Donc là, on a un dealer qui arrive dans un immeuble, qui se contente pas de rester en bas de la rue, qui Tout à monte fait. dans le bâtiment, qui frappe, j'imagine, à plusieurs portes, qui tente d'en faire sortir certains qui refusent, Voilà. tombe sur un habitant plus sensible, et ce dernier Ben s'enfuit voilà, par la fenêtre. S'enfuit par la fenêtre et ils prennent possession des lieux. Donc la maire prend, on a vu l'arrêté, De mise un en arrêté sécurité. le 24 septembre 2024 pour faire évacuer le bâtiment. Les policiers viennent à ce moment-là pour faire partir tout le monde, mais c'est des logements qui vous appartiennent. Vous, comment on vous annonce ça? Ben, déjà, on l'a appris par les médias, hein, parce qu'on n'a pas reçu l'arrêté tout de suite. Attendez, vous avez appris à la télévision en écoutant la radio? Ah non, mais je vous assure, on a appris qu'il y avait un arrêté qu'on avait 72 heures pour sortir et on l'a appris par la radio. C'est par la suite qu'on a reçu l'arrêté. Juste pour resituer votre habitat, le Carrare est à 100 mètres de la mairie d'Échirolles? Même pas. Vous traversez J'ai été généreux sur la les voie 100 du mètres. tram, vous êtes très généreux. Moi, je dirais 25 mètres. Je suis peut-être généreux aussi, alors on va dire 50 mètres. D'ailleurs, quand elle est passée dans les médias et qu'elle s'est mise sur le toit de la mairie en montrant où était le point de deal, Là, vous parlez de la maire d'Échirolles. la maire d'Échirolles, Amandine Demort. il y avait une émission sur M6, elle était sur le toit, elle disait voilà, le point de deal se trouve là, à 30 mètres, 50 mètres de chez elle. Je vous pose une question toute simple, parce que je vous vois dans une difficulté absolue Bien depuis sûr. des mois et des mois et des mois. Pourquoi pas finalement accepter et vendre? Parce que j'ai l'impression Mais que on c'est sans fin, il n'y a pas de dialogue avec la Mais on mairie. aimerait bien leur vendre. Le problème, c'est qu'on a eu une réunion publique au mois d'avril à la mairie. Ils nous proposent justement de vendre nos appartements et pour qu'eux le remettent à un bailleur social pour peut-être transformer la copropriété avec des grands appartements familiaux. Peut-être que ça engendrera moins de deals. Mais le problème, c'est que vu l'état actuel, ils veulent nous brader des appartements à 14 000 euros. Vous l'avez va acheté combien combien votre appartement, si c'est pas Je ne indiscret? peux pas vous dire combien je l'ai acheté. En tout cas, pas 14 000 euros. Pas 14 On est loin 000 du compte. euros. J'imagine, oui, non, mais j'imagine Non, mais je dirais, même on l'a- petite surface à on l'a Échirolles. pas tous j'imagine. acheté au même prix, mais il y en a qui sont beaucoup plus longtemps que moi. Ils l'ont acheté dans les 50, 55 000 euros, 60 000 euros, 40 000 euros, je ne sais pas, il y a plusieurs prix. Vous avez Mais rajouté de là- quand même collectivement 70 000 euros de travaux en pour plus, remettre en et on état. a tout remis en état. Donc toutes les clauses qui étaient sur l'arrêté ont été levées. Donc nous, maintenant, notre bâtiment est viable, il n'est pas insalubre. Et s'ils veulent nous racheter nos appartements, qu'ils nous les rachètent à un prix raisonnable au prix du marché. J'ai juste une dernière question. Vous avez une difficulté commune, c'est avec l'ICM.
Donc l'Institut des médias. Quelles sont les relations avec l'ICM? Je ne sais pas exactement que... Nous, on n'a pas spécialement de relation avec eux, mais moi, mais là, je vais parler personnellement, hein, je ne parle pas au nom... Pas au nom du collectif, mais... Voilà, je ne vais pas parler au nom du collectif, mais personnellement, je pense que c'est sous la pression de l'ICM que la maire a pris cet arrêté. Parce que nous étions en train de travailler ensemble, elle avait déjà fait un arrêté en avril pour permettre de faire ses travaux, pour pouvoir faire en sorte que la copropriété... Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que on avait une réunion en plein été avec le monsieur, je ne me souviens plus de son nom, qui était à l'ANA, qui a fait tous ces travaux. Il a fait tout un projet, on a un dossier énorme pour la nouvelle entrée par rapport au kebab. Il y a des Donc plans, vous arrivez en été, plans ont été faits. Tout est acté. Et lui, il était confiant, il nous dit, vous inquiétez pas, la mairie est avec vous, elle va vous suivre, allez-y, ça va se faire, vous inquiétez pas. Pendant l'été, il y a aussi eu des règlements de compte. Ça a peut-être précipité la chose. Mais peut-être que ça a précipité les choses, mais je pense que le revirement de situation vient de la pression de l'ICM qui a dû, c'est ce que j'ai entendu dire, qu'ils en avaient marre du point de deal et qui, si ça continuait, ils allaient déménager des Chirolles. Bon, alors le ras-le-bol, franchement, c'est de clarifier cette situation. Je crois que le ras-le-bol, c'est compréhensible de votre part, évidemment, comme de la part des élèves de l'ICM. Bon, après, c'est votre avis. Hein, mais la fermeture, il faut savoir que pendant un an, la fermeture n'a pas empêché le point de deal de partir. Hein. Il est toujours en place. Donc oui, alors vous n'êtes plus dans les coursives. Il n'est plus à l'intérieur du Carrare, mais il est à 20 mètres plus loin. Donc il y a le grand parking, il y a la petite allée qui va sur la place où il y a le cinéma, là, la place principale. Donc ils sont là, ils vendent tranquillement leur... C'est pas le Carrare qui a fait qu'il y avait le point de deal. On t'a lancé un défi il y a quelques minutes. L'idée, c'était de nous concocter une tenue, alors du coup... Pas pour moi, plutôt pour Marie, visiblement. Pour moi. Oui, j'ai arrêté le talon. Un petit budget. Alors avant de dévoiler la tenue, on est sur un budget dans le commerce dit classique, traditionnel. Ouais. On en est pour combien là? Là, j'ai totalisé 50 €. Ça, c'est chez toi? Ouais, c'est chez moi. Et dans un commerce traditionnel? Je pense que c'est minimum 3 fois plus cher. 2 à 3 fois plus cher. Alors qu'est-ce que tu nous proposes pour 50 € dans ta boutique? Du coup, j'ai pris une tenue assez simple parce que je me dis comme ça plaît un peu à tout le monde. Donc on a des petits escarpins vintage en cuir. Voilà. C'est du 37 à 10 €. C'est du 38 je crois. Ah, ça on mettra du journal au bout. Ouais. 36. Du coup, on a un petit pull tout doux en mohair de la marque. De la marque qui produit à beaucoup. 10 €. Voilà. Ensuite, on a un petit t-shirt un peu kitsch, mais je trouve qu'il est quand même mignon parce que c'est. Mais non, trop bien pour aller très bien, Céline, pour aller au Vieux Manoir. Exactement. Là, je vais plus au Georges pour le coup avec ce t-shirt au Vieux Manoir, mais. C'est vrai. Du coup, tu pourras le mettre. Mais oui, j'arrive ce week-end. Oui, très bien. Pour 10 € également, on a aussi la petite ceinture qui pourrait aller avec le doré de Céline Dion. Bah, tu vois, je te vois bien avec la petite ceinture dorée, moi. Oui, mais pas que, quand même. Non. Donc, ne me crée pas des problèmes, je rentre. Très bien, la ceinture, super. Le petit t-shirt Céline Dion, je pense qu'il va repartir. C'est vrai, avec plaisir. Et du coup, on a le petit jean, là, je sais pas si on va bien voir. Très sympa. C'est un taille mom, c'est à la mode. Ouais, c'est moi. Voilà. Et donc là, pour cette tenue complète avec les accessoires, on en a pour 50 €. Il y a le sac aussi. Et le sac. Le sac avec. Il n'est pas rempli, du coup, c'est pas très joli, mais voilà. Attends, pour 50 €, il y a un sac. Ouais. Et j'avais compté 4 € de bijoux, parce que nos bijoux sont pas très chers. Des petits accessoires. Mais trop bien. Donc on a 5 à 6 pièces pour 50 € en soi. Versus 150 à 200 € dans une grande boutique bien connue. Et avec des matières plutôt cool. Enfin là, j'ai du coton, du mohair et du cuir. En soi, c'est plutôt sympa à porter. Le mohair, ça me rappelle les pubs des années 80. Bon, puis le conducteur de l'émission ce soir. C'est ça, le fameux mohair du dimanche soir. Bon, écoute, merci en tout cas pour cette tenue. Céline Dion live, le t-shirt, c'est pour Marie, c'est bon, ça, ça c'est géré. On redonne l'adresse peut-être? Oui, alors du coup, c'est rue Saint-Laurent, le 38. Voilà, sur les quais. Angelo. Et c'est Angelo Friperie. Et très vite, Angelo, parce que Angèle et Laurie, ma collègue, du coup, Angelo, très simple. On salue Laurie, qui nous regarde ce soir. Coucou à Laurie. Parce que c'est quand même grâce à elle que je suis là aussi. Donc, oui, voilà, il y a un binôme. Il y a Laurie qui est plus sur la partie entrepreneuriat business, on va dire chiffre, compta. Et toi dans le vêtement qu'on retrouve dès demain dans la boutique. Oui, c'est ça. Super, on est ravis. Si je prends pas tout. Oui, mais tu peux passer demain. Voilà, la boutique ouvre à quelle heure, tu dis 13h? 13h. Et ben voilà, demain 13h, tu peux aller faire un tour. Bon, autre sujet, mais je pense qu'il nous concerne tous pour terminer cette émission. Je vais d'abord poser la question à Angèle, ensuite à Marie. Douée en bricolage? Merci. Marie, douée en bricolage? Non. Bon, ça fait 3 bras cassés alors pour accueillir un des représentants du Repair Café. On est des cas désespérés.
Non, bien sûr que non. Pierre, On peut toujours apprendre. on est mort. Mais si vous êtes là, c'est mieux quand même. Il faut venir au Repair Café, parce qu'au Repair Café, l'idée, c'est de réparer ce qui est cassé. Alors, ce qui est économiquement non réparable. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se mettre en concurrence avec des professionnels, bien sûr. Mais voilà, un grille-pain, si on va le porter à réparer, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'un grille-pain neuf. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être là-dessus. Et puis après, eh ben, on apprend. On travaille avec le réparateur bénévole du Repair Café. On va démonter ensemble, on va expliquer, on va regarder ce qu'on peut faire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Pourquoi ça l'est? Et puis, petit à petit, on va apprendre. Les Repair Café, ils ont fleuri il y a une dizaine d'années. Ouais, il y en c'est a ça. beaucoup déjà dans l'agglomération On grenobloise. peut peut-être regarder quelques images d'un Ouais, on va Repair voir Café pour pour voir voir voilà, comment à ça quoi ça fonctionne. ressemble. Donc ça, c'est chez vous. Ça fonctionne comme ça, un Repair Café. C'est typiquement des fers à souder à réparer, des caisses Alors, en à faire plastique. à c'est souder, bien c'est ça. pour C'est- réparer. Ah oui, non, C'est excuse-moi. vraiment nul. Quoique. Non, mais quoique. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. alors. Je suis mauvais, mais quand même pas à ce point-là, dis donc. De l'outillage, de l'électroménager. Tiens, moi qui suis mauvais, tu t'y connaissais en on peut pas bricolage? dire ça. Il n'a pas appris. Oui. On m'a pas appris. C'est toujours la faute des autres de toute façon, on m'a pas appris. Le bricolage, initialement, appris au Repair Café ou c'était déjà acquis? C'est plus un hobby, des choses que je faisais à un niveau moindre qu'au Repair Café, parce qu'on a beaucoup d'électronique, de soudure, de choses comme ça, ce que je connaissais pas trop. Et du coup, j'ai appris petit à petit, je me forme aussi. L'idée, c'est vraiment que ce soit dans le partage et en solidarité, c'est-à-dire qu'on se donne des coups de main, on en discute ensemble pour essayer de trouver les solutions. C'est pas exclu que des fois on fasse à plusieurs pour trouver la solution pour réparer. Comment ça se passe? On vient directement avec notre cafetière cassée ou notre grille-pain? Il y a une adhésion avant? Appuie pas sur la cafetière café. Non, l'entrée est libre. Alors, à la tronche, vous venez à l'espace Doyengos, qui est rue du même nom. Et alors nous, c'est une fois par mois, le lundi soir, les deuxièmes lundis de chaque mois. Voilà, vous partez là-dessus. C'est de 18h30, de 18h à 21h30, 22h. L'intérêt, c'est que en le faisant de manière décalée, on a des gens parmi les bénévoles qui travaillent et d'autres qui sont en retraite, comme moi. Et puis pareil pour les usagers qui viennent, on a des gens qui travaillent, qui après leur travail peuvent venir réparer. Effectivement, pour répondre à votre question, on vient avec son appareil abîmé. Il ne faut pas oublier que nous, on a aussi 3 collègues là, qui font de la couture. Et donc, on peut faire toutes sortes de réparations sur du textile, sur des sacs. Mais celui-là était en très bon état. Mais on peut, réparer ça. Mais c'est toujours avec de l'idée d'apprendre. C'est vraiment, s'il y a quelque chose de répétitif sur, par exemple, la couture, la personne va le faire, le bénévole va le faire une fois. Après, il va montrer à la personne qui vient comment bien comprendre comment ça marche. Et si c'est répétitif, la personne repartira et finira chez elle. Aujourd'hui, on est sur un rythme de 3 à 4 distributions par mois et on accueille 500 étudiants. Il y en a plus dans la file d'attente, donc on est le cœur serré de les voir faire la file d'attente. Mais aujourd'hui, on est obligé aussi d'en refuser 100-150 par distribution et ça, c'est inédit. Tous les étudiants peuvent venir? Il y a des critères sociaux? Alors, il y a des critères sociaux. Nous, on a toujours eu un positionnement de dire que l'ensemble des étudiants étaient précaires et que pour faire 2 heures, 3 heures d'attente, si on a de quoi se nourrir chez soi, en fait, on ne fait pas 3 ou 4 heures d'attente en plein soleil samedi, par exemple. On demande quand même des critères pour les étudiants, être en dessous du seuil de pauvreté, pas avoir des revenus particulièrement conséquents. En réalité, on n'a jamais dû refuser d'étudiants puisque tous ceux qui viennent sont dans les critères. Ce qui est particulier, c'est que ça concerne presque, tous les étudiants. Vous le disiez, il n'y a pas de profil type. La Banque alimentaire estime que 10 000 étudiants ont besoin d'aide alimentaire sur Grenoble. Toute association confondue, je pense qu'on en a 2 000 ou 2 500, donc il y a encore beaucoup de trous dans la raquette. Et autant, il y a quelques années, on avait des profils types, des étudiants étrangers qui n'avaient pas de ressources, pas de bourse. Aujourd'hui, c'est vraiment dilué dans toute la population étudiante. Les retards de bourse jouent aussi, puisque cette année, il y a un étudiant boursier sur 2 qui n'a toujours pas touché sa bourse au 20 septembre. Mais c'est aussi tout ce qu'on pouvait dire sur l'augmentation du coût de la vie. Donc c'est vraiment... tous les étudiants sont concernés aujourd'hui. Est-ce que ces étudiants viennent chercher un panier prédéterminé? Non, nous, on ne fonctionne pas comme ça, puisque dès le début de l'association, il nous a semblé important de laisser une autonomie et un choix aux étudiants. Donc, on a différentes tables, des féculents, des boîtes de conserve, des produits sucrés, des fruits et des légumes également. Et ensuite, les étudiants choisissent comme s'ils étaient au supermarché, avec un nombre de produits maximum pour que le plus d'étudiants puissent en bénéficier. Ils viennent d'où ces produits?
Beaucoup de la banque alimentaire qui nous fournit à partir d'un vendu de magasin, à partir de dons de magasin. On fait également des collectes puisque la banque alimentaire seule ne suffit pas. Et on a choisi de faire aussi beaucoup de collectes en supermarché bio puisque aussi depuis le début de la création de l'association, il nous semble important que la précarité étudiante ne rime pas avec la malbouffe, donc donner aussi des produits de qualité. Et on achète tout ce qui est fruits et légumes auprès de Manger Bio Isère, qui est une coopérative. Donc, c'est des fruits bio, locaux et de saison. Alors vous le dites, ouais. Juste pardon, on a beaucoup d'entreprises qui nous regardent tous les jours sur Télé Grenoble. Est-ce qu'il y a un site internet, un contact particulier vous pouvez nous donner éventuellement si on est une épicerie, un supermarché, qu'on a envie de participer à l'opération? On a un Linktree qui est une sorte de page internet. Sinon, on peut également nous contacter sur les réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook de Génération Précarité ou la coordination étudiante Grenoble. Et ensuite, nous, on a régulièrement ce genre de dons, mais pas assez de la part d'entreprises qui nous laissent des invendus. Le pain du samedi soir quand le magasin va fermer, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Il y a beaucoup d'autres associations, évidemment, parce que ça ne suffit pas, hein, c'est un peu un puits sans fond. Donc, il y a par exemple l'épicerie Agorae également, qui est sur le campus. Là, c'est un peu le même principe, mais on se sert dans un magasin. Oui, sauf qu'il y a une inscription au préalable. Donc, nous aussi, en début d'année, en fait, c'est immédiat. Les étudiants arrivent sur le campus, ils peuvent bénéficier de notre aide. L'Agorae, donc, c'est une épicerie classique. Vous n'êtes pas en concurrence? Non. Comme je vous disais, il y a 10 000 étudiants qui ont besoin d'aide alimentaire, donc nous, on ne sera pas en concurrence ni avec l'Agorae, ni avec l'épicerie solidaire ESOP aussi. Voilà, ESOP, c'est le rayon ESOP 38, c'est au 11 rue Guétal, c'est l'épicerie solidaire de la banque alimentaire qui a ouvert l'année dernière, et on le voit que les besoins sont là, puisque c'est plein également. Nous, on est en collaboration plus qu'en concurrence. Bon, juste pour terminer notre entretien, parce qu'il va falloir qu'on vous libère, il y a eu on parlait de bonne bouffe, de malbouffe, il y a quand même des actions. Oui, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors c'est sûr, c'est un petit peu anecdotique et sur les centaines d'étudiants concernés. Voilà. Mais voilà, il y a l'association Akaba pour un étudiant qui organise jeudi avec le chef étoilé Christophe Haribert un déjeuner solidaire. Ce sera à Ève, l'espace vie étudiant de Saint-Martin-d'Air. Seulement 30 étudiants préalablement inscrits, mais ça fait un petit... Voilà, c'est un peu chaud au cœur. Puis pour rappeler que c'est important de bien manger aussi. Et que, voilà, est-ce que vous donnez aussi à l'association peut-être des trucs pour dire, bah voilà, on n'est pas obligé de manger que des pâtes, même si les pâtes c'est très bon pour la santé, mais c'est important de donner des astuces. On donne des recettes avec les fruits et légumes. Quand on a des fruits et légumes un peu singuliers, comme du chou-rave qu'on a pu distribuer samedi, on aide les étudiants pour savoir comment le manger. Et on essaye justement de ne pas avoir que des tomates et des pommes de terre que les étudiants savent cuisiner, mais d'ouvrir vers d'autres produits. Alors, tout le monde ne préfère pas la colocation. C'est vrai que sur Grenoble, on a quand même un marché extrêmement tendu, donc sur les petites surfaces, notamment quand on le voit à partir de juin, quand il y a Parcoursup qui ouvre, il y a quand même la ruée sur les petites surfaces. Alors les petites surfaces, il n'y en a pas tant que ça, il y en a. Déjà, ça vient aussi du fait que Grenoble est un campus scientifique, l'un des premiers campus scientifiques, c'est une terre universitaire, donc il y a beaucoup de jeunes qui viennent, et tant mieux, parce que c'est quand même l'avenir de notre département. Alors la colocation, c'est aussi parfois un choix parfois secondaire, quand on n'en trouve pas, et c'est vrai que ça devient de plus en plus une solution. Il y a une pénurie de logements étudiants à Grenoble? Oui, il y a quand même une pénurie de logements. Alors, il n'y a pas qu'à Grenoble, il y a Paris, il y a d'autres départements, mais il y a quand même une certaine tension sur le marché, et c'est vrai que j'en vois beaucoup quand ils ouvrent sur Parcoursup dès le mois de juin, ils appellent tout de suite, et c'est vrai que c'est plus facile de trouver. Et voilà, donc c'est vrai que pour un 20 mètres carrés, on va dire 400, 500 euros, mais ils se retrouvent effectivement en colocation. Alors, il y a des colocations qui, effectivement, pour la plupart, sont vraiment très sympathiques. C'est un moyen de partager à 2, à 3. Alors, je mets un bémol, ça ne correspond pas à toutes les études. Et les parents, par exemple, pour des classes prépa à Champeau, préfèrent que le jeune soit seul, parce que c'est monacal ou en médecine, etc., pour la première année. Mais souvent, deuxième année, troisième année, je les vois basculer sur une colocation quand ils ont à 2 ou 3, ça fonctionne. J'ai même des colocations avec des jeunes actifs, 30, 35, 40, à 3 et 4, et ça fonctionne. C'est vrai que le modèle de la colocation fonctionne bien, et les appartements sont la plupart du temps refaits. C'est un modèle qui effectivement peut
peut permettre aux jeunes de se loger. Je tenais quand même à préciser, c'est ce que je vous disais hors antenne, je trouve que socialement, c'est quand même un problème pour moi. Humainement, quand un jeune, par exemple, qui vient d'une autre région comme Brest, Limoges, Bordeaux, voilà, qui est prêt à Parcoursup et qui est tout content de venir à Grenoble et qui ne puisse pas trouver son logement, c'est lui dire quelque part de repartir chez lui, entre guillemets. Et je trouve que c'est quand même son projet qui peut effectivement devenir difficile. Et ça, pour moi, humainement, c'est quand même compliqué quand je vois des jeunes qui n'arrivent pas ou qui nous demandent, on n'a pas les logements. Et ça, c'est vraiment, on essaie de leur donner des pistes en tant que professionnels. Mais c'est vrai que c'est problématique, tout comme des jeunes actifs qui viennent travailler au CHU et autres. On a des gens qui ne peuvent pas déménager, même avec des familles, parce qu'il n'y a pas le logement. Donc, il y a aussi un problème que parfois rencontrent les futurs locataires, c'est que pour monter un dossier de location, c'est pas toujours évident. Alors, c'est pas tout le temps évident, mais je tiens quand même à préciser qu'il faut des garants, etc. Mais il y a quand même Action Logement avec la garantie Visale qui fonctionne de 18 à 30 ans. Alors, mais parfois, il y a des bailleurs qui demandent des pièces, c'est pas toujours tout à fait autorisé. On a la particularité en France d'avoir un encadrement rigoureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est locataire et quand un bailleur nous demande des pièces qui sont finalement abusives? Ah bah, il ne faut pas les donner. Oui, du coup, on n'a pas l'appartement. Oui, mais bon, ça dépend. Comment ça vous dépend placez au milieu, il y a des pièces il y a des pièces classiques. La carte nationale d'identité, savoir sans quel type d'études vous allez. Souvent, il y a des cautions au niveau des parents. Mais on ne peut pas demander des pièces. Alors c'est vrai que parfois, il y en a qui viennent avec des demandes un petit peu extravagantes. Parce que justement, quand le marché est très restreint comme ça, il y a peut-être des bailleurs qui en profitent un peu. Il peut y avoir des bailleurs qui en profitent. Je pense qu'ils sont rares parce qu'ils peuvent tomber sous le coup de la loi. En tout cas, les agents immobiliers, non. Alors pourquoi? Parce qu'on est une profession réglementée. Tous les 3 ans, on a notre cadre, que ce soit dans la vente, dans la gestion immobilière ou le syndic, parce qu'on s'est très encadré, donc on ne peut pas... Voilà. Et c'est... Quand on demande des pièces, quand je demande des pièces, c'est des pièces classiques et ça ne pose aucun problème. Et quand il n'y a pas de garant, et je trouve que c'est bien, il y a des organismes qui vous garantissent gratuitement. Et c'est bien, parce que des fois, tout le monde n'a pas des parents qui peuvent ou qui ne peuvent pas. Voilà. Donc c'est quand même aussi... ça permet une certaine neutralité. Voilà. Merci Stéphane, il y aurait beaucoup de sujets, beaucoup de sujets à aborder avec vous. Vous reviendrez. Vous reviendrez nous voir. J'espère. Est-ce que Grenoble, c'est une ville jazzy? Oui, c'est une ville... D'abord, la France, c'est un pays jazzy. Il y a beaucoup de jazz en France. Donc, évidemment, à Paris, on a aussi... Il y a beaucoup de festivals de jazz en France. Et puis, après, un peu plus près, on a aussi Montreux, évidemment, en Suisse. Et Jazz à Vienne. Oui, parce qu'on connaît la réputation des salles lyonnaises. En tout cas, une réputation peut-être qui date des années 80-90. Il y a beaucoup de jazz clubs à Lyon. Oui, c'est vrai. Mais on n'a peut-être pas forcément cette image de Grenoble. Et de l'Isère. À Grenoble, donc, il y a le jazz club. Et puis, il y a beaucoup de... En dehors du jazz club, il y a beaucoup de concerts de jazz, par exemple, je pense à la MC2 ou d'autres salles. Et il y a beaucoup de bars à Grenoble, enfin plusieurs en tout cas, qui organisent souvent des jam sessions. Il y a une vie jazz à Grenoble avec aussi des très bons musiciens professionnels. Je pense à Alfio Ruglio qui sera tout à l'heure au jazz club en trio. Est-ce que le jazz, attention, c'est la question qui fait mal, est-ce que le jazz, c'est une musique de vieux? Je crois pas, non. Non, je crois pas. Si c'était une musique de vieux, on serait pas là, parce que voilà, on serait... Non, je crois pas, d'autant plus que le jazz passe son temps à se régénérer aujourd'hui avec le rap, avec l'électro. Il se passe vraiment beaucoup de choses. Et c'est une musique... il y a beaucoup de jeunes qui jouent qui jouent parfois du jazz sans le savoir, qui viennent piocher des influences ici et là. Ou qui jouent du jazz. Et ce qui est assez frappant dans le... par exemple, il y a des jazzmen français modernes. Vous allez voir, le gars, il a le look de rappeur. Il va jouer du jazz mélangé avec du rap. Mais il connaît aussi parfaitement
ce répertoire de standards de jazz qui est un peu la culture commune de tout le monde. Voilà, le jazz, c'est ça. Mais c'est certainement pas une musique de vieux. Mais c'est un socle musical d'une musique plus noire ou urbaine, comme on aime à dire aujourd'hui. Donc forcément, il y a des ponts, il y a des passerelles entre l'univers des rappeurs, la musique des jazzmen, et finalement, c'est multigénérationnel tout ça. Donc il n'y a plus de questions finalement à se poser sur le sujet. Le nombre de morceaux de jazz qui ont été samplés. Ah bah que ce soit à l'époque, effectivement, un MC Solar avec des producteurs comme Boom Bass et comme Philippe Zdar qui étaient extrêmement influencés par la musique jazz. Exactement. Ça a servi le propos et la culture jazz à la démocratiser. Le rap aussi influence le jazz, l'électro influence le jazz. Ouais, c'est un grand mélange qui fait du bien tout ça. Pour la 21e édition du festival qui démarre donc vendredi, vous avez choisi de vous inscrire dans les célébrations de l'année France-Brésil. Oui. Brésil, on pense au foot, on pense à la bossa, mais pas forcément au jazz. Est-ce qu'on se trompe? Alors, disons que si on prend le prisme de la bossa nova, par ce prisme-là, le Brésil est un des grands pays du jazz. Parce qu'en fait, le jazz, assez vite, dans les années 50, 60, s'est penché sur la bossa nova. Il y a eu des mariages assez importants. On peut penser aux albums de Stan Getz, qui sont très connus et qui ont fait connaître la bossa nova. Donc, la bossa nova, c'est un des répertoires du jazz, j'ai envie de dire. Mais la musique brésilienne, c'est pas que ça. C'est beaucoup d'autres rythmes, la samba, etc. Et c'est des musiques dans lesquelles il y a beaucoup d'improvisation. Et là, là aussi, ça rejoint le jazz. Les Wariels, les cousines des Warriors, qu'est-ce que ça veut dire, les Wariels? C'est exactement ça. Les Wariels sont les femmes d'aujourd'hui, sont des combattantes, sont les femmes qui essaient de mener la vie quotidienne sur tous les fronts. Et c'est pas facile tous les jours. Et c'est pas facile tous les jours. C'est pour ça qu'elles ont bien le droit à quelques petites parenthèses de pause, soit de détente, soit de loisirs avec légèreté. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de créer avec Wariel depuis déjà 2 ans. Ce sont quoi? Ce sont des soirées? Alors, ce sont des soirées et plus. Il peut y avoir des après-midi de bien-être. En fait, mon concept, il est né il y a 2 ans sur des propositions événementielles. Donc, c'est un planning mensuel où j'essaie de proposer 4 à 5 rendez-vous par mois. Il y a des soirées dansantes, comme par exemple celle de demain soir. Mais il peut aussi y avoir des après-midi bien-être, des after-work créatifs. En fait, tous les centres d'intérêt qu'une femme peut avoir besoin de retrouver, soit pour se détendre, soit pour faire la fête, mais pour s'aérer un petit peu l'esprit de toutes les tâches quotidiennes. Pardon, je vais te couper, mais ça veut dire quoi? Donc les soirées Wariels, ça veut dire que nous, les garçons, on est complètement interdits, on peut pas participer à la fête, partager ce moment avec vous? C'est exactement ça. Pourquoi? Pour se réserver un petit créneau horaire dans le mois où justement il y a certaines femmes qui ont besoin de savoir qu'il n'y aura pas d'hommes à ce moment-là, pour pouvoir se sentir plus libre, plus légère. C'est ça justement les soirées. Pas de regard, pas se sentir. Pas de pression, pas de regard, sortir vraiment pour se lâcher et danser. Voilà. C'est sûr que si c'est une soirée pour faire des rencontres, ce sera pas celle-là. Ça dépend. Enfin oui, c'est des rencontres, les rencontres entre copines. Pour le coup, on rencontre beaucoup de copines. Ces soirées qui ne sont pas donc que des soirées, vous l'avez dit, il y a aussi des moments en journée, il y a tout un planning qu'on peut retrouver. Et ces soirées femmes, c'est plutôt pour répondre c'est plutôt pour répondre le besoin, la principale valeur en fait, c'est de réapprendre, d'inciter la femme à un moment donné à se bloquer des créneaux sur sa semaine, sur son mois, chacune à son rythme aussi en fonction de son actualité, du temps pour elle. En fait, où sur ces heures-là, elle n'aura pas de tâches à accomplir, elle n'aura pas d'autres personnes à qui s'occuper que d'elle-même et juste s'oublier pendant quelques heures à des loisirs. Et ces soirées, elles répondent aussi à des problématiques d'insécurité? Aussi, malheureusement, ça fait aussi partie... c'est vrai que la cible principale, les participantes en majorité, elles ont plus de la trentaine. C'est souvent des femmes actives, souvent mères de famille aussi, qui justement veulent retrouver une soirée de temps en temps pour s'amuser. Mais j'ai parfois aussi des plus jeunes qui justement viennent en se disant là au moins on est sûr de pas se faire embêter, on est sûr de pas retrouver quelque chose dans notre verre, on peut laisser son verre sans le regarder. Donc c'est aussi effectivement une réponse à cette problématique. Après les soirées, il y a la salle de meufs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de salle de meufs? J'ai vu ça sur les réseaux. Donc on prolonge l'expérience au quotidien alors maintenant. On prolonge, c'est ma dernière petite invention. Ouais. On prolonge l'expérience au quotidien. Voilà, les événements ont répondu à une demande. Ça s'est énormément développé. Et
la proposition de challenge s'est offerte à moi. J'ai eu envie du coup de pouvoir effectivement rendre ça en proposition permanente. Donc j'ai ouvert effectivement la salle de meufs depuis lundi dernier, le 15 septembre, à Grenoble, au 54 rue Diderot. Donc elle porte le nom de mon concept, Wariel. Et l'idée, c'est d'accueillir du lundi au samedi, de 10h à 18h, toutes les femmes qui ont un petit moment de la journée où elles Oui, peuvent... parce que par exemple, on pose les enfants à la crèche le matin, on n'a pas forcément envie d'aller en boîte un vendredi soir. On peut venir boire un petit café et discuter avec toi et ton équipe. On va même se contenter de ça, parce que du coup, les soirées dansantes, on va les garder au Da Vinci Club. Et la salle de meufs, elle est là justement, boire un petit café, faire un soin du visage. On a un mini-spa avec un jacuzzi, un hammam, un sauna. Donc on reçoit sur Marie, écoute rendez-vous. bien, il y a un mini-spa. Je pense que je vais voir Marie souvent. Merci d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? On se vous voit, on se tutoie Alors, nous, tu peux nous tutoyer. Ouais. Eh ben, d'ailleurs, je viens de te tutoyer. Eh ben alors on se tutoie alors. On se tutoie alors. Bon, bienvenue chez vous. Bon, c'est pas la première fois que vous venez merci. à Télé Grenoble. Vous êtes chez vous. Vous êtes nos ambassadeurs de la bonne humeur Made in Grenoble. L'aventure Sinsemilia, je le disais tout à l'heure, plus de 30 ans de carrière, détournée partout en France, à l'international, des milliers de concerts. Et bien sûr, ce tube. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On a tous chanté dessus. Ça remonte à quand tout le bonheur du monde, dis donc? Eh ben, moi, 2004, parce que je l'écris pour mes filles, elles ont 2 ans et 1 an, et elles ont 24 et 22, donc il y a 22 ans. Ouais. Oui, c'était ça. C'était l'époque, c'était le début du travail, je sortais du monde étudiant, la vie était belle, les oiseaux chantaient, les premiers amours étaient là. Non, mais c'était magnifique. Vous faites partie un petit peu de ma vie, les Sinsé, avec cette chanson. Mignon. Alors, je l'apprends aujourd'hui, tu vois, je passe à côté. Pour ta fille, alors? Ouais, à la base, les couplets, je les écris pour mes 2 petites filles, qui ont 2 ans et 1 an à l'époque, ouais. C'est à elles que je parle. Et quand on écoute les couplets, c'est pas une chanson si joyeuse que ça. C'est un père qui s'inquiète pour le monde dans lequel ses filles vont grandir. Et c'est pas fini. Non, j'avais peut-être raison de m'inquiéter. Hein. Il y avait de quoi s'inquiéter, ouais. Mais, Alarmer, en tout cas. Il fallait alarmer le monde qui nous entoure. Cette chanson, cette déclaration d'amour, finalement, ce message envoyé à ta fille, et j'imagine indirectement à tous celles et ceux qui vous ont entouré pendant ces dernières années, vous emmenez partout en France, des zéniths, des festivals, Elle est incroyable, cette histoire, non? Oui, alors après, on avait de la chance. Nous, on a eu du succès assez vite. C'est-à-dire que Tout le bonheur du monde, c'est arrivé tard dans notre carrière. Oui. C'est le quatrième album. C'est en ça que je dis que c'est incroyable. Oui, mais les disques d'or, ils étaient là dès le 2e album. Les Zéniths, on a fait ça très vite. Donc du coup, quand en plus il y a eu tout le bonheur du monde, ça n'a pas été un bouleversement pour nous. On était déjà en tournée depuis des années, dans des Zéniths, etc. Ça a été juste une étape de plus, ouais. Mais c'est le côté raz-de-marée du tube, là, pour le coup. C'est le côté grand public. C'est la télé, c'est la radio, ouais. C'est la publicité, c'est le cinéma, c'est partout. C'est le côté, d'un seul coup, tout le monde connaît, tout le monde connaît une chanson de toi. Où que tu ailles, c'était compliqué à l'époque d'être en France et de ne pas connaître cette chanson. Ouais. Donc, d'un seul coup, tout le monde connaît. Ouais. Bon, et alors du coup, là, revirement de situation, vous revenez peut-être à vos premiers amours, plus d'intimité, des scènes plus petites, une proximité avec le public qu'on a peut-être plus difficilement dans un Zénith. Vous étiez combien dans Sinsemilia ? Dès le début, on était 11, en fait. Dès le début, on était 11 et on est resté 11 jusqu'au bout. Ah, oui. Donc, c'est même pas revenir à des premiers amours, c'est découvrir quelque chose de nouveau. On part à 2 avec sa guitare, nos 2 voix et on part raconter des aventures. C'est ce qu'on fait là depuis 3 ans maintenant. Ce qu'on fait depuis 3 ans, c'est pas des concerts, on joue dans des théâtres, dans des cafés-théâtres. On a fait le festival d'humour de Montreux, on a fait le festival d'Avignon. On raconte, on est plus proche du théâtre que du concert. Donc c'est même pas un premier amour, c'est un truc de nouveau, quoi. Pourquoi alors quoi ? C'est un pari, c'est un coup de tête, c'est une proposition. Comment elle est née, cette aventure ? On n'a pas fait exprès. Allez, Riquet. Non, c'est une envie de faire autre chose et ça a commencé dans les jardins. Voilà, on a eu envie d'aller jouer chez les gens. En sortant du confinement, ça a commencé dans les jardins, c'est ça ? Ouais, et dans les jardins, on allait faire des concerts. Ouais. Là, vraiment, on allait des concerts, mais tous les 2 avec une guitare et 2 voix. Et dans l'ambiance dans les jardins, chez les gens, dans leur salon,
tu commences à raconter des aventures, on commence à se chambrer l'un et l'autre, et ça devient... On voit les images à l'écran, donc chanter typiquement dans des salons et dans des appartements comme celui-là. Il faut nous raconter cette histoire-là. Alors, on est à Nantes. Ouais, ça c'est à Nantes, c'est la tournée café-théâtre. Ouais. C'est un appartement qui donne directement sur la scène du théâtre. C'est génial. Et là, vous avez vu le petit studio, c'est le petit studio qu'on déplace sur la route pendant toute la tournée, avec lequel on a enregistré 2 albums de Mike et Riquet qui sont sortis il y a presque un an maintenant. Ouais, c'est ça. Ça donne une proximité forcément avec le public qui n'existe pas dans une plus grande salle. Qui existe plus difficilement. Ouais. C'est-à-dire que même si nous, on a toujours essayé de ne pas mettre de barrière, même dans les grandes salles, mine de rien, la barrière, elle existe de par la masse. Là, dans un théâtre de 200 personnes, on entend le moindre rire, on sent l'émotion quand elle est présente, on la ressent vraiment, on croise les regards. Donc oui, on a vraiment l'impression d'être dans le vrai, et c'est un truc qu'on aime beaucoup. Ouais. Ça veut dire quoi concrètement, on construit un spectacle avec le public? Techniquement, ça engendre beaucoup de préparation en amont, ou c'est freestyle total, on débarque et allons-y, inventons, créons? Non. Nous, on est des gros bosseurs, mais en fait, on l'a créé sans faire exprès, au fil des concerts jardins, comme disait Riquet, c'est-à-dire au fil, ça les a fait rire hier, on garde, ça aussi, jusqu'au moment où on nous a dit, mais vous avez un vrai spectacle, mettez-le sur scène au théâtre. On a trouvé ça très bizarre, mais on a essayé, on a vu que ça plaisait, on a continué. Et après, nous, on aime tellement ça qu'on a beau avoir fait 250 représentations de ce spectacle. On enchaîne date en date, et de date en date, on débriefe, on discute. Dès la fin du spectacle, on est là, tiens, t'as vu, ce soir, t'as fait ça. Enfin, on aime trop ça, donc ça reste du travail, même si c'est du travail d'échange ensemble, quoi. Avec, j'imagine, des moments forts dans ces rencontres. Il y a une rencontre comme ça qui vous a un petit peu marqué. Il y a un endroit particulier. Alors vous allez me dire tous les soirs c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte, mais tu parles de récemment ou dans l'histoire Sinsé, parce que non, récemment sur votre duo. Sur ce projet-là, Ouais. il y a des rencontres de ville en ville. Il y a Fabien Olicard qui a pris, on est obligé de citer, parce que je ne sais pas si vous voyez qui est Fabien Olicard, un des plus grands mentalistes français, quelqu'un qui remplit les zéniths, etc., et qui, lui, a vu le spectacle au tout début, au moment où on se posait encore des questions de est-ce qu'on est légitime pour partir faire les théâtres. Ouais. Il disait, non seulement vous êtes légitime, mais vous allez voir les gars que vous êtes partis pour plusieurs années parce que vous allez adorer. Il nous a, aussitôt après avoir vu le spectacle, programmé avec lui pour le Festival d'humour de Paris. Enfin, ça a été un vrai gain de confiance en nous, de quelqu'un de spectacle, comme ça, qui vient du théâtre, qui lui dit non, mais les gars, allez-y. Donc, c'est une rencontre qui est quand même décisive dans cette aventure. Et après, des rencontres, on en a fait partout. À chaque spectacle, on rencontre des belles personnes. Il y a toujours des bons moments à vivre. On va regarder, c'est plus simple. On va regarder quelques extraits. Allez, on y va. Des extraits du spectacle de Mike et Riquet. Faites un maximum de bruit pour Mike et Riquet. On n'est pas venu faire un concert. Non. Non, ce soir, on est venu vous raconter une histoire. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant. Et je vous promets que c'est vrai. Mais applaudis pas. Applaudis pas. Ce soir, on écrit une chanson pour le prochain album de Sinsemilia, ça vous dit? Mbappé. Le footeux. Ça commence bien cette chanson, tiens. Ce soir, c'est Mike et Riquet qui viennent chanter. Mais donne-nous un ballon rond. Et t'as Neymar et Mbappé. On vous souhaite pour aujourd'hui comme pour demain que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien. Merci beaucoup. C'est une rigolade entre copains, c'est un prétexte. C'est un prétexte finalement cette tournée, ce spectacle. C'est génial, c'est beaucoup de travail, mais avec beaucoup de plaisir. C'est beaucoup de travail, avec énormément de plaisir. Et puis nous, on découvre un truc nouveau, faire rire les gens. C'est ça. C'est un bonheur. Surtout qu'on fait rire les gens sans blagues reloues, on raconte nos aventures en fait, où on aime bien chambrer sur scène mutuellement. Donc, tout ça crée des rires, et pour nous faire rire les gens, c'est un bonheur. C'est nouveau, mais c'est un bonheur. Ouais. Ça fait des années que on peut dire travailler, on peut l'employer ce mot, travailler, collaborer. C'est du boulot, mais ça se fait pas tout seul, ça quand même. Il faut bien aller vous créer ensemble. C'est du boulot, mais c'est
C'est pas On à est la inséparables chaîne, mais depuis il l'école faut- primaire. voilà. On le raconte dans le spectacle. On s'est rencontrés, on avait 9 ans à l'école primaire. Alors oui, c'est du travail dans le sens où on y passe du temps. Mais c'est avant d'être notre travail, c'est une immensissime passion. On a tout fait ça par passion. À l'époque, se dire qu'on allait faire carrière alors qu'on faisait du reggae, qu'on était grenoblois et qu'on était mauvais musiciens, c'était pas gagné. Donc tout ça, on l'a fait par passion. Non, mais c'est vrai. Donc tout le moteur, c'est la passion. Donc oui, c'est notre travail, dans le sens où c'est avec ça qu'on gagne notre vie depuis des années. Mais avant tout, c'est notre immense passion. Et alors, au bout de toutes ces années, vous arrivez encore à vous surprendre tous les deux ou ça y est, c'est un vieux couple, tous les rouages sont... Non, mais c'est un vieux couple et qui s'adore toujours autant. Non, puis on se connaît tellement par cœur que... Ouais, on est privilégiés, franchement, 35 ans. Ouais. Et on fête nos 35 ans de Sinsemilia, c'est ça? Ouais, Sinsemilia, 35 ans. Ça fait 3 ans qu'on a ce projet, on est des privilégiés et on honore notre privilège. Ouais, voilà, on a une telle chance. Et puis de faire ça... Enfin oui, tu dis on est un vieux couple, mais on est un vieux couple. Enfin moi, tu me demandes si je re-signe pour 35 ans, je re-signe pour 35 ans. Pour 35. On se marre tellement tous les deux. Enfin, donc oui, c'est comme tu dis, c'est un prétexte. C'est pas faux non plus le fait que c'est un prétexte. C'est un vrai bonheur pour nous. C'est nous qui choisissons le nombre de concerts qu'on fait dans l'année, enfin le nombre de spectacles. Ça fait 3 ans qu'on en fait 90 par an, ce qui est énorme pour nous et pour des gens de notre âge. Et tout le monde me dit, pourquoi t'en fais autant? Mais parce qu'on adore. C'est nous qui choisissons le nombre de dates et on y va. Bah, c'est bon et en plus, ça nous donne le sourire aux lèvres. Ça nous donne l'occasion de regarder un petit extrait, regardez. Tout le bonheur du monde, ou presque. On va voir si vous êtes un collab sur vos prochaines dates. Si vous avez bien travaillé vos prochaines dates, on adore poser ce genre de questions. Dans 2 jours, on est à Surgères, à côté de La Rochelle. Après, la semaine d'après, on est au Havre et à Douchy-les-Mines. Après, on part 3 dates en Belgique. Après, on a 2 jours de repos à Lille. Après, on joue de nouveau 2 dates en Belgique. Heureusement qu'il est là. Après, on est à Mantes-la-Jolie. On est à Mantes-la-Jolie. Heureusement qu'il est là, si vous n'avez pas entendu. Heureusement qu'il est là. Si j'étais tout seul, et le 12 février. Et le 12. Alors, je pense qu'il ne sait pas où on joue. Si je l'ai dit. Si t'avais vendredi. Si La Rochelle, oui. Si La Rochelle. Et le 12 février, ça sera. Ah, c'est peut-être la seule date de la région, non? Comédie des Alpes à Chambéry. Ah, Comédie des Alpes. 12 février, Comédie des Alpes à Chambéry. Et Souvenir de Saltabanque, ça sera où? Bah, Chambéry. Non, alors peut-être aussi on joue dans la région, il n'y a que Uriage. C'est un marqueur. C'est la seule date en Isère, je crois, de cette année, mais on attendra l'an prochain pour en faire d'autres. Alors, on espère. 24 avril, donc, ça sera du côté de Saint-Martin-du-Riage. Le 12 février, la Comédie des Alpes à Chambéry. Toutes les dates sur le site Mike Henriquet. Mike Henriquet ou Mike Riquet? Donc mikeriquet.fr. Exactement. Les réseaux sociaux aussi, vous Les réseaux sociaux, et puis vous pouvez nous laisser un message, c'est nous qui répondons. Oui, alors ça, j'ai découvert. On peut demander les chansons pour le prochain concert? Alors non, il nous est arrivé, il y a des gens qui nous demandent d'écrire des chansons pour eux, spécialement pour eux. On le fait régulièrement pendant les campagnes Ulule. Mais non, là, le spectacle, il est quand même réglé. Bon, tu peux demander, mais je vais sûrement te dire à voir. Ça dépend de la chanson. Ça dépend laquelle. Bon, et nous, si on fait une petite demande, si on veut se faire un tout le bonheur du monde, c'est possible. Là? Ouais, là, on peut se le faire. Allez, on peut se le faire pour finir cette émission de plus. Tout le bonheur du monde, Mike Henriquet en direct sur le plateau Télé Grenoble. On vous souhaite le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Alors je crois que c'est une nouvelle saison. Télé Grenoble, alors on vous souhaite plein de nouvelles choses, plein de belles choses dans ces nouveaux projets. Que la saison soit belle et on en appelle plein d'autres. Nous, on était très contents de venir participer. Je vais me taire et le laisser chanter une dernière fois. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Ça y est, merci Mike Henriquet, merci d'avoir été avec nous dans le plus. Merci.